Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective scientifique. Notre mission, enquêter sur le climat du futur. C'est un sujet absolument central du programme de terminale, alors on y va, l'enquête commence. Alors, première pièce à conviction, regardez bien cette image. Non, ce n'est pas Hollywood, c'est la réalité. L'Australie en 2019. Ces méga-feux, on en voit de plus en plus. C'est l'une des conséquences les plus visibles d'un climat qui déraille. On n'est pas dans de la science-fiction lointaine, c'est concret, ça se passe maintenant. Du coup, ça pose les questions centrales de notre enquête. D'abord, comment les scientifiques peuvent-ils prévoir ce qui va se passer? C'est quoi leurs outils? Et surtout, comment peut-on être sûr que l'activité humaine est vraiment en cause? C'est quoi les preuves? C'est tout ça qu'on va examiner à la loupe. Bon, pour commencer, il faut qu'on s'intéresse à l'outil numéro 1 des climatologues, leur âme secrète si vous voulez. Ce sont les modèles climatiques. Pensez à ça comme une sorte de laboratoire virtuel géant où ils peuvent simuler la planète entière. Un modèle climatique, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, imaginez un jumeau numérique de notre planète. C'est une représentation mathématique hyper complexe où l'on a injecté toutes les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, tout ce qui gouverne l'atmosphère, les océans, les calottes glaciaires. Et avec ça, on peut faire tourner des simulations pour voir comment le climat évolue. Voilà une version hyper simplifiée de ce qui se passe à l'intérieur. En gros, un modèle, c'est une machine à calculer géante qui fait des calculs avec des ingrédients clés. Il y a l'énergie qui arrive du Soleil, bien sûr. Il y a l'albédo, ça c'est le pouvoir réfléchissant de la Terre, un peu comme un miroir, vous savez, la neige renvoie plus de lumière que l'océan. Et puis évidemment, il y a l'incontournable effet de serre. Ok, mais comment ça marche concrètement? Pour faire tous ces calculs, on ne peut pas traiter la Terre comme une seule grosse boule. Donc, on la quadrille. On la découpe en plein de petites boîtes, comme une sorte de Rubik's Cube géant qui couvrirait toute la planète, même en altitude et dans les océans. Et dans chacune de ces boîtes, qu'on appelle une maille, l'ordinateur va calculer la température, la pression, le vent, l'humidité. Et là, vous vous en doutez, la taille de ces boîtes, c'est super important. C'est la résolution. Pensez à une photo numérique. À gauche, avec de grosses mailles de 250 km de côté, on a une image globale mais un peu pixelisée, un peu floue. À droite, si on passe à des mailles de 25 km, on zoome. Et là, on obtient des détails beaucoup plus fins, des prévisions bien plus précises au niveau régional. Évidemment, pour faire ça, il faut une puissance de calcul absolument monstrueuse. C'est le job des supercalculateurs. Parfait, maintenant qu'on a notre outil, notre super loupe virtuelle, il est temps de chercher des indices. Et comme dans toute bonne enquête policière, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, le meilleur endroit pour commencer, c'est le passé. Et là, on tombe sur un premier indice. Mais alors, un indice capital. Ce graphique, il vient de l'analyse des bulles d'air piégées dans les glaces de l'Antarctique. Une véritable archive du climat. Et ce qu'on voit est juste frappant. Depuis 800 000 ans, la température, la courbe rouge, et la concentration en CO2, la courbe bleue, dansent ensemble. Elles sont presque parfaitement synchronisées. Quand l'une monte, l'autre suit. C'est ce qu'on appelle une corrélation. Et ici, elle est juste massive. Ok, gardez bien cette danse en tête. Maintenant, on fait un bond en avant, on zoome sur la période toute récente. Et regardez ça, c'est une explosion, une ascension quasi verticale des émissions de gaz à effet de serre depuis les années 70. Le CO2, le méthane, tout s'envole. Ça n'a plus rien à voir avec les cycles naturels qu'on a vus pendant 800 000 ans. C'est une rupture, une vraie anomalie. Alors, la question qui tue, d'où ça vient tout ça? Eh bien là, pour le coup, l'enquête est vite bouclée. Les suspects sont connus. Numéro 1, la combustion des énergies fossiles. Charbon, pétrole, gaz, pour faire rouler nos voitures, chauffer nos maisons, faire tourner nos usines. On a aussi la déforestation. Quand on coupe des forêts, on libère tout le carbone qu'elles stockaient. N'oublions pas l'agriculture, notamment l'élevage et l'utilisation d'engrais, et même la production de ciment. Et oui, le point commun de tout ça, ce sont des activités humaines. Bon, on a un suspect principal, les activités humaines, et un mobile, le lien entre CO2 et température. Mais attention, en science, une simple corrélation, ça ne suffit pas à faire une preuve. Ce n'est pas parce que deux choses se passent en même temps qu'une est la cause de l'autre. Pour prouver la culpabilité, il faut plus. Et c'est là que nos modèles climatiques reviennent sur le devant de la scène. Ils vont nous servir de machine à vérifier les hypothèses. Alors, regardez bien cette expérience virtuelle. La ligne noire, c'est la réalité. C'est la température qu'on a vraiment mesurée sur Terre. La zone bleue, c'est ce que calcule le modèle si on lui donne à manger uniquement les causes naturelles, les variations du soleil, les grandes éruptions volcaniques, etc. Et que voit-on? Jusqu'aux années 50, ça colle à peu près. Mais après, hop, ça divorce. Les deux courbes partent dans des directions différentes. Le modèle naturel est incapable d'expliquer le réchauffement qu'on observe. Il manque donc une pièce au puzzle. Clairement, le modèle est incomplet. Alors, quelle est cette fameuse pièce manquante qui pourrait expliquer un tel décalage? Eh bien la voici, regardez. Sur ce nouveau graphique, on a refait le calcul. Mais cette fois, on a ajouté la pièce manquante dans le modèle.
les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Et là, c'est juste bluffant. La simulation, la zone orange, se superpose quasi parfaitement à la réalité, la courbe noire. C'est la preuve irréfutable, l'empreinte digitale de l'humanité sur le climat de la planète. La conclusion de notre enquête est donc sans appel. Et ce n'est pas juste nous qui le disons, c'est le consensus de milliers de scientifiques dans le monde, résumé dans les rapports du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et leur verdict est formel, le réchauffement climatique actuel est, sans équivoque, dû aux activités humaines. La certitude est aussi forte que celle qui lie le tabac au cancer du poumon. Ok, donc le coupable est identifié. Maintenant, nos modèles ne servent plus seulement à regarder dans le rétroviseur. On peut s'en servir pour regarder vers l'avant. Mais attention, le but n'est pas de prédire l'avenir comme dans une boule de cristal. C'est d'explorer des futurs possibles, en fonction des choix que nous allons faire, tous ensemble, dès aujourd'hui. Et pour faire ça, les scientifiques ont bâti ce qu'on appelle des scénarios. Vous les verrez sous le nom de RCP. Encore une fois, ce ne sont pas des prédictions, ce sont plutôt des histoires, des trajectoires plausibles du futur. Chaque scénario repose sur des hypothèses différentes. Est-ce que la population mondiale va continuer de croître? Est-ce qu'on va passer aux énergies vertes ou continuer avec le pétrole? C'est une façon de poser la question « Et si on faisait ça, que se passerait-il pour le climat ?» Pour bien comprendre, regardons les deux extrêmes. D'un côté, le scénario qu'on pourrait qualifier d'optimiste, le RCP 2.6. C'est celui où on prend des mesures drastiques et rapides pour réduire nos émissions, dans le but de rester sous les 2 degrés de réchauffement. De l'autre côté, le scénario pessimiste, le RCP 8.5, c'est le scénario business as usual. En gros, on ne change rien, on continue à fond sur les énergies fossiles, et ça nous emmène tout droit vers un monde à plus 4 degrés C, voire plus d'ici la fin du siècle. Et concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Prenons juste un exemple, la montée du niveau des mers. À gauche, dans le monde du RCP 2.6, on arrive à limiter les dégâts, la montée est contenue. À droite, dans le monde du RCP 8.5, c'est une autre histoire. Des régions côtières très peuplées pourraient se retrouver sous l'eau. On voit bien ici, ce sont 2 choix de société qui dessinent 2 planètes radicalement différentes pour la fin du siècle. Et en France, ça donnerait quoi? Cette carte-là, elle est parlante. Elle montre le nombre de jours de canicule par an à la fin du siècle si on suit le scénario du pire. Regardez les zones en rouge foncé. On parle de plus de 35 jours, plus d'1 mois de canicule chaque été. Imaginez l'impact sur notre vie de tous les jours, sur les personnes âgées, sur l'agriculture, sur nos réserves d'eau. Bon, notre enquête arrive à son terme. Il est temps de rendre notre verdict. Alors, synthétisons tout ça. Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir en tête, notamment pour le bac? Premier point, les modèles climatiques ne sont pas des boules de cristal. Ce sont des outils scientifiques robustes basés sur les lois de la physique. Point numéro 2, le passé nous le montre. Le CO2 et la température sont intimement liés, c'est un fait. Point numéro 3, et c'est la conclusion de l'enquête, les simulations prouvent que le réchauffement actuel est bien d'origine humaine. Et enfin, le point crucial, celui qui ouvre sur l'avenir, le climat de demain n'est pas une fatalité. Il dépend des décisions que l'on prend aujourd'hui. Au final, la science a fait sa part du boulot. Elle a posé le diagnostic, identifié la cause et esquissé les futurs possibles. Aujourd'hui, on a les cartes en main. La question qui se pose maintenant, elle dépasse le cadre du laboratoire. C'est une question de société, une question citoyenne. Maintenant qu'on sait tout ça, quelle route choisit-on de prendre tous ensemble ?